life was like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien. Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop And Love. Chronicles. Hello Eugénie, Salut Julien. comment vas-tu pour ce 9e épisode de The Pop and Love Chronicles? Écoute, ça va plutôt bien. Et toi? Ça va bien, je suis très content parce que je reprends de l'énergie après cette... Là on enregistre, c'est le 13 janvier. Ça fait une semaine qu'on est revenu après les vacances de Noël qui m'ont dégommé. C'était pas facile parce que j'ai beaucoup évacué du trop-plein de l'année. Mais c'était cool. Et puis il y a eu des trucs dans les astres, on vous a fait un bilan et un point. D'ailleurs, tu peux nous dire un peu c'est quoi la nouvelle lune qu'on a, la pleine lune qu'on a là, dans les grandes teintes? On enregistre pleine lune, le jour de la pleine lune. Ouais, pleine lune en cancer là. Pleine lune en cancer. Alors le thème, et c'est assez intéressant parce que effectivement, si on fait un petit rapprochement pop culture, on est en plein dans les feux de Los Angeles en ce moment, qui se sont déclarés autour du passage des nœuds lunaires du Bélier au Poisson. Je parle du nœud nord là, et du coup, les nœuds lunaires se sont déplacés et sont allés frotter les degrés critiques des constellations qui sont les degrés 29 et 0. Donc 0 degré du Bélier et paf, 29 degrés du Poisson. Et au moment où les nœuds se sont frottés au 0 degré du Bélier, bah, comme par hasard, blam, éruption de feu à Los Angeles. Et on parlait justement dans un astro-coaching il n'y a pas longtemps du fait que à l'époque des grandes idoles hollywoodiennes, ben, c'est terminé. C'est la pleine désintégration des structures telles qu'on les connaissait et parmi ces structures-là du rêve hollywoodien, des entités comédiennes idoles et littéralement, et ça continue, là les feux sont pas maîtrisés, je crois que j'entendais ce matin qu'ils en avaient maîtrisé 10%, ce qui est rien du tout encore, littéralement les maisons de certaines de ces personnalités hollywoodiennes ont brûlé ou sont en train de brûler. Donc on est vraiment dans quelque chose de très intense avec le feu cardinal, qui est représenté par le signe du Bélier, mais en même temps cette nouvelle lune en cancer qui nous parle d'émotion, d'instinct, mais presque l'instinct qui lirait une mère à son enfant. Tu vois, c'est pas un instinct genre j'ai une intuition, ça c'est plus le Poisson. Donc vraiment dans le cancer, cet instinct familial. Oui, je trouve que c'est un bon rapprochement. Et cette nouvelle lune cette pleine lune vient nous poser la question où est la maison? Where's home? Où est le foyer? Et je trouve que c'est très intéressant avec ce qui se passe avec les nœuds lunaires qui se sont déplacés et les feux à Los Angeles. C'est très représentatif. Où est ton foyer? Où est ta maison en fait? Est-ce que la maison c'est vraiment la maison avec les quatre murs? Où es-tu à la maison? Qu'est-ce que c'est ta maison? Qu'est-ce que t'emportes si tu dois partir urgemment de chez toi et ne jamais plus revenir en sachant que tout va être désintégré? Qu'est-ce que tu prends avec toi? Je trouve que c'est très... Et du coup, ça nous demande... oui, le cancer, c'est gouverné par la lune. Hein. Les sentiments, les émotions. Ça nous demande vraiment de nous plonger dans notre ressenti. Donc c'est pas mal avec... on est en plein mois de janvier, les résolutions de la nouvelle année. Qui suis-je? Où vais-je? Où est ma maison? C'est pas mal. Ça va avec le thème. Ouais, c'est clair. Et puis on voit, nous, on est en train de clarifier aussi les structures professionnelles, parce que toi, t'as bougé. Maintenant, t'es autour de la santé mentale. Tu interviens dans Réveiller. Tu veux en parler de ça, justement, dans cette nouvelle maison professionnelle et virtuelle que tu construis? J'ai changé de maison professionnelle. Oui, on a fait... je dis on parce que sans Julien, le pivot n'aurait pas eu lieu, ou en tout cas pas maintenant et pas à cette rapidité-là. D'où l'importance d'être en couple avec quelqu'un qui nous inspire, qui sait nous écouter, parce que bon, vous n'êtes pas obligé de travailler avec votre partenaire, évidemment pas, hein, mais être capable d'avoir ce genre de conversation, même professionnelle, avec son partenaire, et même si notre partenaire n'intervient pas, c'est quand même très précieux. Donc effectivement, j'ai fait de l'anglais pendant 2 ans, là, un peu plus de 2 ans. Je fais du coaching d'anglais, en présentiel et puis en ligne. Et l'anglais, c'est génial. J'adore.
Je vais le dire sur toutes les plateformes possibles et inimaginables pour pas que ce soit mal interprété. J'adore l'anglais, j'adore la culture anglaise. Je pourrais continuer à faire ça. Je crois qu'il y aurait pas vraiment de problème. Mais si je m'écoute pendant cet hiver 2024 et passage 2025 et que je joue vraiment le jeu de faire le point, réfléchir où j'en suis et où je vais, effectivement, il y a quelque chose qui se matérialise du côté de la santé mentale, de la charge mentale, de la gestion émotionnelle et qui me parle aussi d'un point de vue personnel. Je commence, ça y est, à créer du lien entre toutes mes expériences professionnelles qui me semblaient n'avoir aucun lien les unes avec les autres et mes expériences personnelles. Donc me lancer dans cette arène qu'est la santé mentale, ça fait peur. Mais en même temps, j'ai plein d'idées, d'arguments dans ma poche et de motivation aussi parce que ça me concerne et finalement c'est une de mes passions pour vraiment me lancer là-dedans. Donc je sais pas encore quelle forme ça va prendre exactement et j'y vais un jour à la fois, mais j'ai commencé par changer ma bio Instagram et continuer les choses qu'on fait déjà, toi et moi, qui sont attachés à ça, à savoir mon podcast, le Pop and Love Chronicles, qui mine de rien parle de quoi ? Parle des relations, sous le prisme de ce qu'on voit dans la pop culture ou dans notre quotidien. Et puis effectivement, 2025, on va voir comment ça se déploie. Et puis ça parle, je vois aussi dans Pop and Love, ce qui nous passionne, c'est relations et dynamiques relationnelles, c'est-à-dire ce qui se passe dans ces énergies-là. Et l'émotionnel est tellement présent, le mental, la santé mentale. On a vu avec Céline, et je suis Céline et son documentaire, c'était pile dans le sujet de tes accompagnements et puis de ce que tu vas apporter dans Réveiller, mon accompagnement pour développer une activité en ligne, une activité d'accompagnement. Il y a vraiment la partie émotionnelle, spirituelle et énergétique qui vient avec le PKS. Il n'y a pas que faire des contenus, structurer une offre et tout. Il y a comment j'imbibe ça de mes émotions, de mes énergies. Et si je prends pas soin de ça, ça va teinter mes résultats, c'est-à-dire je vais ne pas en avoir, je vais me frustrer, je vais être stressé, je vais pas m'organiser, je vais être hyper débordé. Et moi, dans ce début d'année là et cette pleine lune en Cancer, je suis en train de faire le tri de ma maison virtuelle. Je suis en train de tout restructurer, réorganiser. Je suis passé sur un autre logiciel pour que ce soit plus facile à suivre avec mon assistante, que je puisse me sentir, ça y est, tout au même endroit. Je suis en train de faire un grand tri, tout rassembler. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais ça me fait du bien. C'est pour ça que je suis en haute énergie aussi. J'arrive dans ce podcast avec beaucoup d'énergie parce que j'aime m'organiser, j'aime quand c'est bien fait, j'aime automatiser. Et quand il y a un bon outil qui permet de le faire, qu'est-ce que ça allège notre santé mentale, notre stress. Donc, je peux me dire, c'est bon, je peux accueillir plus de personnes, c'est facile, elles rentrent là, elles font ci, elles font ça. Tous les tuyaux sont organisés, nettoyés, structurés, simplifiés. Et ça aussi, ça participe à la santé mentale et aux résultats que vous allez engranger dans votre activité, puis dans votre vie en général. Et toi, tu es vraiment dans le démarrage. S'il n'y a pas de place là dans les 10 étapes que j'ai créées, parce que je fais une masterclass mercredi, vous pouvez l'avoir en replay si vous voulez. Les 10 étapes, la première, c'est je fais de la place à mon activité de cœur. Donc, c'est-à-dire dans mon agenda, dans ma vie, dans mon physique. Est-ce que j'ai un bureau physiquement là où je peux travailler sur mon activité ? Est-ce que j'ai du temps ? Est-ce que j'ai de l'espace mental et émotionnel pour cette activité ? Si vous n'avez pas ça, c'est impossible d'avancer en fait déjà. Et ça, c'est vraiment une grande clé. Et je trouve que tu sais vraiment bien faire de la place en général parce que cet esprit-là, tu l'as. Et cette énergie de masculin, de cadre, de limite, de frontière, de savoir s'arrêter, comme on en parlait avec Céline. Regardez notre dernier épisode, avant-dernier épisode. C'est vraiment autour de ce sujet. Ça part de nous et de notre santé mentale apaisée ou épuisée. On part sur cet épisode, après une intro de 8 minutes, l'épisode 9. Est-ce que justement la pleine lune en Cancer a en lien avec l'épisode 9, le deuil de la séparation ? Je ne sais pas si ce sera le titre final, mais sous l'angle de Mange Prix M, ce magnifique film d'Elisabeth... Non, pas d'Elisabeth Gilbert, réalisé par je ne sais qui d'ailleurs, tu vas nous dire peut-être Eugénie. Non, je me souviens plus. Je me souviens plus du nom du réalisateur, mais c'est adapté d'un livre autobiographique, dit-elle, d'Elisabeth Gilbert. Et peut-être que c'est en lien avec ce thème est en lien avec la pleine lune en Cancer ou pas ? Le deuil, la séparation ? Pas forcément. Non, pas nécessairement. Mais après, ça fait partie de l'échelle des sentiments. Enfin, échelle, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais on est des êtres humains et on n'est pas aseptisé et on a beau effectivement, je trouve que c'est assez intéressant de le voir comme ça. On a beau essayer de développer
des outils, des trousses à outils, des processus, des structures pour se rendre la vie plus facile, comme ce qu'on fait toi et moi en fait, déjà à nos échelles, mais en plus dans le cadre de notre travail, on reste des êtres humains. Je voyais tout à l'heure sur Insta une des filles que je suis, qui est spécialiste aussi de la santé mentale, je crois qu'elle est américaine. Elle pleurait justement parce que à cause des feux à Los Angeles, et elle a eu des commentaires et elle répondait là-dessus qui lui disaient tu sais bien la preuve que ta méthode elle marche pas parce que regarde, tu pleures. Et elle répondait à ça en disant tu sais avec les fonds hyper drôles avec un fond grotesque, elle était dans un cornichon, elle était transformée en cornichon, vous voyez que ses yeux et sa bouche, tu sais les espèces de calques qu'il y a qui sont hyper drôles. Elle disait mais on reste des êtres humains en fait, on n'évite jamais les émotions, on est fait d'émotions, donc pleurer n'est pas l'émotion à éviter, pleurer c'est bien, ça fait partie de l'humanité d'être humain, heureusement qu'on continue à pleurer, mais la preuve que mon truc marche, c'est que je suis là aujourd'hui pour en parler en fait, c'est que j'ai pris ma caméra, je vous ai fait une story en chialant parce que c'est horrible ce qui nous arrive et que je suis un être humain plein d'émotions, mais je ne suis pas prostrée dans un coin, je ne suis pas caché, je ne suis pas en train de faire des crises d'angoisse justement parce que j'ai quelque chose, un processus, un protocole qui m'aide au quotidien à juste rester sur cette ligne où je peux continuer à rester en communication avec le monde et les autres êtres humains, quel que soit ce qui m'arrive. Donc finalement, Pleine Lune en Cancer et parler de la séparation dans Mange Prie Aime, qui est un ouvrage et un film, parce que là on va se mettre du côté du film, mais il est assez fidèle à l'ouvrage, qui nous parle en long, en large et en travers d'émotions et de bien vivre sa vie en fait. Je pense que ça colle assez bien, pas juste pour le deuil, mais juste parce que le film entier couvre tout un panel d'émotions et de challenges et de tentatives de faire la vie et de trouver son bonheur qui est assez contenu aussi dans la sensibilité du cancer. On va essayer de faire un épisode pas trop long, les amis, donc on va un peu se cadrer. Parce que on dit ça à chaque fois. On dit ça à chaque fois, mais bon, on va essayer de tenir ça. Donc là, on va passer sur la partie où tu vas nous résumer le film. Et puis, tu peux nous parler un petit peu d'Elizabeth Gilbert aussi, parce que t'es comme... Vous ne voyez peut-être pas cette image, mais moi je savais, parce que je suis à côté des escaliers, que les chats étaient en train de faire un sprint. Et là, ils sont rentrés en trombe dans ta pièce ? Oui, c'est ça. J'en peux plus de ces chats. Donc, le résumé de ce film inspiré du livre d'Elizabeth Gilbert, Mange, Prie, Aime, Eat, Pray, Love. Il faut dire qu'on fait tout pour ces chats. Hein. On ne ferme pas les portes pour qu'ils puissent rentrer pendant qu'on fait le podcast, rester dans la même pièce tous les deux, mais ça ne fonctionne toujours pas. On leur demande juste en échange d'être calmes et ça ne fonctionne pas. Alors... Mange, Prie, Aime, qui est donc le titre français de Eat, Pray, Love, qui est le titre original du film d'Elizabeth Gilbert adapté de ce livre. Regarde comme j'ai bien fait mes devoirs. Eat, Pray, yes. Love, qui littéralement veut dire Mange, Prie, Aime. Donc tout va bien, ça a été très bien respecté. C'est un livre autobiographique d'Elizabeth Gilbert qui a été écrit en 2006 et qui est devenu un best-seller international. Elle en a écrit d'autres, des livres depuis, certains autobiographiques, d'autres de fiction, et même un manuel que j'ai pris aussi, je vais vous le montrer parce que ça vaut le coup. Hein. S'il y avait 2 livres d'Elizabeth Gilbert à lire, ce serait donc Mange, Prie, Aime et Big Magic. Big Magic, qui est un livre sur l'art de vivre sa vie de façon créative au-delà de la peur. Vraiment génial. Si vous avez besoin d'inspiration, lisez-le. Ça se lit tout seul, ça a été traduit en français évidemment. Je crois pas que ça s'appelle Big Magic en français, mais bon, vous tapez Elizabeth Gilbert, vous allez trouver. Eat, Pray, Love, le film, mais donc le livre, c'est l'histoire de Elizabeth Gilbert, qui a tout ce dont on pourrait rêver. Elle habite à New York, elle a une maison, elle est proprio, elle est mariée, elle a un job qu'elle aime. Et mais voilà, la prochaine étape, ce serait probablement d'avoir un enfant. Et en fait, elle se reconnaît pas du tout là-dedans, ni dans ce qui seraient les prochaines étapes de sa vie dans ce cadre de vie-là. Et donc, elle nous fait une petite crise existentielle, littéralement se retrouve à faire des insomnies la nuit et va dans la salle de bain pour ne pas que son mari qui dort soit dérangé. En plein milieu de la nuit, elle pleure, et une nuit, elle se met à prier. Genre prier Dieu, comme elle dit. Elle a jamais prié, elle est pas croyante, mais voilà, ça lui vient comme ça, et en gros, elle dit, elle articule quelque chose péniblement, en disant en somme, dis-moi quoi faire.
dis-moi quoi faire s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire, dis-moi quoi faire. Et elle entend cette voix qui est sa voix, mais c'est une voix qui lui dit Lise, retourne te coucher. Et donc elle s'exécute, parce que quand tu poses une question à Dieu et que Dieu te répond, tu t'exécutes, et elle se rend compte qu'il faut qu'elle fasse effectivement des choix. Donc elle divorce. Elle se remet dans une relation tout de suite après avec un acteur, ça se passe très mal. Et finalement elle dit bon, stop, je suis perdue, j'ai perdu ma joie de vivre, je vais faire un break pendant 1 an. Et donc pendant 1 an, elle décide d'aller dans 3 destinations différentes. Pendant 4 mois, elle veut aller en Italie. Parce qu'elle a perdu le goût des bonnes choses, le goût de la nourriture, le goût de la vie qui se prend à pleine main, de la chair en fait. Donc elle décide d'aller dans le pays le plus sexy du monde et où on mange le mieux, l'Italie. 4 mois là-bas. Ensuite, elle décide de passer 4 mois en Inde, dans un ashram, pour cultiver sa spiritualité et sa discipline. Et puis, elle veut finir son année à Bali parce qu'elle veut réunir ce qu'elle pense apprendre en Italie et en Inde et joindre du coup la 3D matérielle, la nourriture, les plaisirs de la chair et tout ça, avec le spirituel qu'elle aura exploré en Inde. Et elle veut réunir tout ça et retrouver sa joie de vivre et son envie de vivre à Bali pour finir son cheminement sur cette année. Donc le film suit évidemment toutes ces étapes-là. Et alors attention, on a oublié mais il n'est pas trop tard. Spoiler, si vous n'avez pas vu le livre, si vous n'avez pas vu le film ni lu le livre, on va vous spoiler. Donc c'est le moment de s'arrêter. Sinon vous pouvez continuer. Voilà le résumé. Parfait, c'est très très bien. Et ce film, je l'avais vu il y a quelques temps, mais là je suis très heureux de l'avoir revu. Alors j'aimerais bien lire le livre, mais Big Magic m'attire plus là, tout de suite comme ça, que Mange Priem. Et à un moment, tu l'as pas précisé, mais quand elle entend la voix de genre va te coucher, c'est au moment où elle va se coucher qu'elle annonce en fait à son mari du moment qui est en train de dormir mais qui se retourne vers elle, elle dit en gros j'ai envie de divorcer, je sais plus comment elle dit cette phrase. Qui déclenche il tout, la regarde et en fait elle était toute excitée parce que elle allait partir en voyage dans le cadre de son travail et elle voulait qu'il l'accompagne et lui il était pas excité du tout et quand il voit qu'elle revient se coucher il lui dit j'ai pas du tout envie d'aller à Aruba, je crois que c'est là qu'ils vont, j'ai pas du tout envie d'aller à Aruba et elle lui répond j'ai pas du tout envie d'être mariée et il répond pas tu le vois juste lui caresser le visage et je crois que ça change de scène après ça, il y a pas de conversation tout de suite à l'issue de ça. Et donc l'idée c'est que on voulait parler du deuil de la séparation parce qu'il y a une scène très très forte qui est très très émouvante autour de ça. Est-ce que tu peux nous la décrire avant qu'on déroule autour de ça ? Ouais, alors moi ça me fait toujours pleurer et pour la petite anecdote, à chaque fois que cette scène arrive, je me dis je l'ai vue suffisamment de fois pour ne pas pleurer cette fois. Et donc j'étais persuadée quand j'ai revu ce film avec Julien que je n'allais pas pleurer. Non seulement j'ai repleuré, mais Julien a pleuré avec moi. Et je sais pas pourquoi, parce que jusqu'au dernier moment, cette scène ne me fait pas grand-chose. Enfin, je suis en compassion, je vais la décrire dans un moment. Mais alors, à la fin de cette scène, je sais pas, ça, les vannes sont ouvertes à chaque fois. Il y a pas une fois où j'ai vu cette scène et je n'ai pas pleuré. C'est quand elle est en Inde et que Richard, avec qui elle s'est liée d'amitié, qui est un individu un petit peu rude dans le ashram, qui capte tout de suite que c'est une américaine et que elle est larguée et que voilà, elle est peut-être pas là pour les bonnes raisons. Enfin, on vous laisse voir le film pour comprendre un peu les subtilités de la relation entre Richard et Lise. Richard, à un moment donné, l'emmène sur les toits du ashram et en gros lui raconte son histoire et lui dit que tant qu'elle se sera pas pardonnée, elle ne redescendra pas de ce toit. Et donc il y a toute une scène où elle, je crois qu'elle rentre en méditation. On la voit pas littéralement rentrer en méditation, mais tu sens qu'elle réfléchit, qu'elle rentre à l'intérieur d'elle-même. Et là, son ex-mari arrive et elle se retrouve dans cette scène. Elle revit la scène de sa première danse de mariage. Alors il y a plus de personnes en fait dans la pièce. Cette scène, on la voit plutôt dans le film, où elle se rejoue exactement ce qui s'est passé, à savoir au moment de faire la première danse de mariage, le DJ met une autre musique que celle qui était prévue. Et en fait, c'est son mari qui avait prévu ça
pour la faire rire et il fait une espèce de chorégraphie et voilà, mais c'est pas ce qui était prévu. Et quand elle se rejoue cette scène sur les toits de son ashram, c'est la première danse avec la musique qui était censée passer, donc c'est un slow et c'est pas du tout la même ambiance du coup que ce qu'elle a vécu pendant son mariage. Il y a personne dans la salle, elle est toute seule avec son mari, ils font ce slow et ils ont cette conversation ensemble où il lui dit mais je t'aime, et elle lui répond alors aime-moi, mais tu me manques alors que je te manque. Enfin voilà, ils ont cette conversation assez intimiste. Je me souviens plus exactement de ce qu'ils se disent d'ailleurs, mais l'idée c'est je pense dans cette scène, elle se libère effectivement de j'ai fait naître des émotions chez mon ex-mari et je me le pardonne aujourd'hui. Et je l'autorise à vivre ces émotions. Le manque et voilà. L'amour contrarié, l'amour à sens unique avec la blessure de voilà, bah tu m'aimes mais je te quitte quand même. Et c'est intense. C'est hyper intense et surtout quand on a vécu cette situation. Et moi je l'ai vécu dans pas la précédente mais celle d'avant en tout cas longue, ce moment où sur l'oreiller tu avoues que il y a une séparation, qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est hyper dur à vivre, surtout quand on est du côté où on fait... En fait, c'est là où moi ça me touche le plus, c'est quand tu culpabilises de créer un tsunami émotionnel chez la personne. Et c'est hyper dur à vivre, hyper dur à soutenir, mais quand tu as fait ton choix et que tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière, et que c'est nécessaire, tu sais que tu rends service à toi et à l'autre en faisant ça. Mais c'est hyper difficile et je comprends tellement qu'il y ait plein de personnes qui aient du mal à vraiment exprimer ce qui est juste pour elles et à oser dire stop à une relation parce que ça demande d'accepter ce grand coupable en nous, ce grand bourreau en nous qui vient faire du mal à une personne à laquelle on tient parce que si on est avec elle, c'est pas pour rien. Et ce moment-là, ça a ravivé aussi celle de la relation d'avant où c'est moi en fait qui ai été quitté, mais finalement, je me suis aperçu que c'est dans mes comportements, dans mes actes, que j'étais déjà, moi, en train de quitter la relation, sans l'assumer, sans avoir le courage et la clarté de dire que je pense que je n'avais plus envie d'être dans cette relation, en tout cas qu'il y avait sûrement des choses à faire, et que j'ai laissé un peu traîner cette histoire, et puis jusqu'à ce que mon ex-compagne soit en mode, non, stop, maintenant c'est moi qui agis parce que je veux pas que ça continue dans cette direction. Et le plus dur, c'est de se rendre compte, parce qu'après, par la suite, il y a eu le temps de la séparation ou autre, de voir que l'autre, on manque à l'autre. Et je trouve que ça me crée encore, de l'émotion, parce que quand tu repenses à la scène, c'est vraiment ça de... Putain, tu me manques, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce truc, mais oui, mais j'y peux rien, c'est là, tu vois. Je peux pas faire autrement que ça. Et ça me fait du mal, mais j'aurais aimé, en fait, que ça soit différent, ça se passe différemment. Mais c'est, je pense, tu l'as très bien dit, cette culpabilité qu'à un moment on arrive à se pardonner et se dire et là on pourra faire du PKS là-dessus, même si vous voyez le PKS ça marche pas parce qu'on a des émotions, donc c'est nul. Donc moi je suis pour effectivement ça sert à rien. Qui fait que on a encore des émotions. Est là, on n'a pas d'émotions, on n'a plus rien, donc deviens un robot, deviens une IA et tu verras, ce sera plus facile. Non mais évidemment qu'on a des émotions et que ça circule, c'est même sain. C'est justement parce qu'on a des émotions que ça circule que les tuyaux sont nettoyés régulièrement, ça circule entre nous, dans nous, et ça reste pas coincé à tout vouloir stocker pour que ça dégomme ensuite. Mais parenthèse à part, c'est vraiment cette idée de enfin je me pardonne d'avoir été cette personne qui t'a fait, je pense, le plus de mal dans ta vie. En tout cas, c'est pour moi un miroir d'un mal plus profond parce que mon ex-compagne ayant eu aussi un papa qui l'a abandonné, ça vient re-questionner le masculin qui rejoue le même schéma et qui est en fait une blessure bien plus lointaine. Donc d'où le travail émotionnel, d'où le travail thérapeutique sur ces sujets, mais dans tous les cas, comme le dit Franck Lobet, il faut vivre les émotions. Donc vivre cette rupture-là était au service d'un sac à dos rempli qui pouvait se vider sur 2-3 ans, avec les difficultés qu'on connaît, mais qui étaient nécessaires. Et moi-même, en lien de je fais du mal à maman,
qui était un peu en miroir de moi. J'ai fait du mal à ma mère en prenant mon indépendance d'homme et en osant avoir le courage de sortir de cette dépendance-là. Parce que si j'écoutais la dépendance, j'aurais pas quitté la relation. J'aurais continué à la vivre, mais là, c'était un espace où en fait, j'avais plus les capacités de rester et de me mentir. Donc Oui. en fait, vas-y, rebondis si tu veux, je continue. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, de ne plus avoir les capacités de rebondir, parce qu'en fait, Lise, tu le vois, même si ça arrive assez tôt dans le film, elle aurait pu quitter son mari avant. Tu sens déjà, t'arrives dans sa vie, tu sens déjà qu'il y a un malaise. Il y a un malaise quand il se parle, il y a un malaise quand elle l'entend parler. À un moment donné, dans le début du film, ils sont dans une réunion, il y a plusieurs personnes, ils disent bonjour à pas mal de gens, et lui, il explique ce qu'il fait comme métier, comme études, des trucs et machin, et tu sens qu'elle est déjà, il y a quelque chose de pas, de différencier. Déjà, ils sont plus sur les mêmes rails, ils sont pas pareils. Et quand, je trouve que ce qui est intelligent, c'est que ça arrive au début du film. Donc, t'as pas le temps de t'attacher à lui. Et puis ensuite, le divorce arrive assez vite. Donc, c'est pas que t'as envie de lui en vouloir, mais tu te rends compte quand tu vois l'audience du divorce qu'il est un peu bizarre. Hein. Il arrive, il se défend lui-même. Il est un peu agressif. Il fait une chanson pour exprimer ses sentiments, en la traitant de alors, comme ils disent, en anglais, ils disent quitter. Tu laisses tomber. Et t'as un peu pitié pour lui, mais après tu le revois plus. Donc finalement tu passes à autre chose, et puis elle va en Italie. Alors elle a son épisode avec son nouveau copain, mais bon, on n'a pas le temps de s'attacher non plus. Et vite fait ça se passe mal. Donc moi je le trouve pas très sympathique de toute façon, mais elle s'en va, elle vit sa meilleure vie en Italie, hein, le ashram, et puis là revient cette image du mari dans cette scène où c'est leur mariage. Donc on est à l'apogée de leur amour, en fait. C'est terrible les films qui commencent par la fin. C'est terrible les films comme Moulin Rouge, tu vois, où les amoureux finissent leur représentation, elle meurt, et le film commence comme ça et raconte leur histoire. Donc tu te dis, faut pas trop que je m'attache au personnage parce qu'on sait qu'elle va mourir, et à la fin quand elle meurt, c'est la fin du monde parce que pendant 2 heures tu t'es attaché à elle. Et je crois qu'il y a quelque chose d'un peu comme ça dans cette scène-là. Il te ramène le mari, il est à son mariage, il est gentil, il sait pas que sa relation est sur le point de s'effondrer. On est dans évidemment cet épisode un peu onirique, hein, c'est pas leur mariage tel qu'il s'est passé, mais et soudain, je crois qu'effectivement la culpabilité qu'elle ressent, tu la ressens aussi, parce que lui, il a rien demandé, il est là, il a son mariage, et ils ont ce slow ensemble, et il lui dit j'ai mal, tu m'as fait mal, et j'ai mal, et qu'est-ce que je fais? Et en fait, elle lui donne juste l'autorisation de vivre ses sentiments, en se donnant l'autorisation de faire naître ses sentiments en lui. Mais elle est déjà passée de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que elle est déjà dans son voyage initiatique pour se remettre de ce divorce et de ce truc et de ce machin, alors que lui, si tu le prends sur son espace-temps à lui, il est à ce moment, il ne sait pas que c'est le début de la désintégration de sa vie, quoi. Et je trouve que ça vient taper au moment où tu t'y attends pas. Parce que t'en pensais presque du mal du mari, et t'étais trop content pour elle au début, et puis à ce moment-là tu dis mais en fait cette histoire est tragique. Et effectivement ça te ramène à tes ruptures, à toi, à ce que t'as fait subir ou à ce que t'as subi. Il y a aucun moyen d'y échapper en fait. Et c'est là où c'est vachement bien amené, c'est que c'est dans un espace vraiment de vulnérabilité qu'on le retrouve, dans quelque chose d'hyper authentique, touchant. Et là, on n'a plus du tout le mec du début, on est genre tellement en empathie avec lui. Et on comprend en même temps exactement ce qu'elle a vécu. Et donc, on est en empathie pour les deux. Mais sur le moment, c'est vrai que ça ne peut que te dire, il a rien demandé. Mais c'était en fait, pour moi, oui, il l'avait demandé parce que dans l'histoire, c'était ça qui devait jouer. On voit à la fin du film, il est avec une femme, un enfant, il est super heureux. Et c'est comme ça que ça évolue en fait. Sur le moment, on a l'impression que mais c'est horrible, mais derrière, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Si on peut rebondir, on peut rencontrer la super personne ou partir en voyage. Il va se passer plein de trucs. Et on peut remercier ensuite la personne qui finalement a coupé la relation ou l'a arrêté, ou avoir le courage pour mon ex-compagne d'avoir dit stop. Parce que c'est là où moi j'aurais eu tellement du mal finalement à le faire, parce que je me voilais la face. Donc elle a été en clarté là-dessus. Moi je la remercie comme jamais. Et je trouve que c'est vraiment après coup qu'on peut se dire merci la rupture, mais sur le moment le deuil, c'est un deuil, hein. C'est pas pour rien qu'on parle de deuil. Il y en a pas besoin qu'il y ait une personne qui meurt, mais il y a une entité couple qui meurt, qui se transforme,
il y a une version de nous qui meurt, qui se transforme, et on ne sera plus jamais la même. Donc il y a une grande tristesse de perdre cette entité, ce manteau-là, et le deuil, la tristesse, et derrière vient le renouveau, la renaissance, et puis on avance. Et moi j'ai tellement transformé plein de trucs grâce à tout ça, la remise en question et tout, mais waouh, ça a été dur pour moi, mais ça a été très dur aussi de se dire waouh, la culpabilité, la souffrance, mais oui, mais quand il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Donc effectivement, ça a servi la lumière pour tout le monde, et on s'en est bien sorti parce qu'on reste en bon terme cordial et tout quand on échange, et c'est cool parce que finalement on a eu conscience de ce qu'on s'était apporté. Mais je pense qu'effectivement, toi tu verras après en miroir de toi, de tes relations, si tu as envie d'échanger là-dessus, ce que ça t'a inspiré, mais effectivement on peut pas échapper à venir faire le bilan de nos relations à nous. Et c'est important. Les films sont là aussi pour ça, pour moi, les musiques ou les films. C'est un moment, peut-être que t'as jamais ouvert ce dossier parce que t'avais trop flippé. Bim, on te l'envoie en pleine gueule, tu vas chialer, tu vas comprendre, tu vas refaire un temps d'introspection parce que les films, ils vont t'ouvrir cette porte-là, cette clé vibratoire-là, que t'avais trop peur de faire, mais que la vie t'a montré de cette manière-là. Ou dans un bouquin, ou dans une chanson, ou dans un truc qui se passe à la télé, tu vois, ou chez tes amis. Tu peux vraiment vivre l'émotion parce que toi, tu t'es interdit de le vivre parce que t'avais trop peur de ça. Donc les films peuvent nous ouvrir ces portes-là, et merci à eux de vider le sac à dos quand on n'a pas osé le faire, quoi. Oui, je pense que Mange Priam est assez sympa pour ça parce que je disais qu'elle vivait sa meilleure vie en Italie et tout. Oui, mais en fait, elle échappe pas au processus de deuil. On le voit dans plein de petits épisodes et surtout dans le livre, évidemment, où le fait qu'elle mange très bien en Italie, qu'elle retrouve le goût de manger, tu vois toutes les étapes par lesquelles elle passe. Elle essaye de faire la vie normale, mais en fait elle comprend pas les codes. Elle déroule son tapis de yoga chez elle et puis en fait elle arrive pas à faire son yoga. Il y a vraiment, elle passe par les étapes du deuil, même dans son ashram et même à Bali, puisque quand cette nouvelle relation arrive, passé les 15 premiers jours, on va dire, quand la réalité revient, la rattraper, elle a peur, elle veut pas se lancer, il y a quelque chose qui la bloque, elle devient agressive, enfin, elle n'y échappe pas, et je pense que c'est un bon film pour aller remuer un petit peu les dossiers qui nous concernent, parce que c'est quand même un film positif et qui n'est pas incroyablement sentimental. Je trouve que c'est bien aussi, parce que c'est facile de jouer sur la corde sensible avec des musiques très mélancoliques, des gens qui souffrent, enfin, c'est facile et c'est pas facile, mais on n'est pas obligé de se faire tant de violence, de se faire subir tant de violence si on veut juste passer un bon moment. Et voilà, effectivement, sur Mange Priam, il y a ce passage un peu sensible au milieu du film où tout le monde pleure et puis après c'est fini. Enfin, tout le monde pleure, les gens qui regardent, puis après c'est fini. C'est pas la teinte du film finalement. On passe assez vite à autre chose, puisqu'après, assez rapidement, juste après, je crois qu'elle est à Bali. Je crois. Est-ce que les chats continuent à faire la guerre ? Oui. Je les ai entendus déraper. Sarah, il a à fond la caisse ce soir. Donc ouais, c'est un film très accessible pour ça. Et qui vient questionner d'autres choses aussi, hein, parce que nous, c'est ça qui nous a touchés. Moi, de façon récurrente, puisque je l'ai vu à peu près 150 fois. Mais il y a d'autres personnes qui vont être touchées par autre chose. Ça parle quand même de sujets. Si on n'y est pas sensible, on s'en rend pas compte. Mais regarde le rapport à la nourriture. Ça, c'est un vrai sujet pour beaucoup de personnes, hein. Le premier chapitre en Italie. Le rapport à la spiritualité, le troisième chapitre à Bali. Il y a plein de gens qu'on connaît qui sont à Bali, qui vivent cette expérience aujourd'hui. Alors, ça a été écrit il y a 20 ans. Et évidemment, elle l'a vécu il y a plus de 20 ans. Donc, c'était encore une autre génération pour avoir ce genre d'expérience. Mais je trouve que ça vient questionner des grands sujets et aussi se remettre dans une relation tout de suite après une séparation, une rupture ou un divorce. Et puis le fait que ça fonctionne pas. Et ça vient questionner des points sensibles sur la majorité d'entre nous quand même. Non, c'est clair, c'est vraiment un chouette film pour ça. Et si c'était autour du deuil de la séparation, j'aime beaucoup le processus en fait initiatique qu'elle a à la sortie de cette séparation qu'elle initie, et tout ce qui se passe dans sa vie avec tout ce voyage-là. Et il y a vraiment l'idée de renaissance, de ce processus long. Et je trouve que 3 ans, c'est ça à peu près, hein. Non, c'est 1 an qu'elle s'est donné. 3 fois 4. Elle fait 4 mois, ouais, 4 mois et 4 mois. Et elle le dit dans le livre, pas dans le film. Elle dit dans le livre, c'est marrant parce que j'ai choisi que des endroits qui commencent avec la lettre I, et la lettre I en anglais, donc dans la version originale, c'est I, et c'est je. Et elle dit, je vais en Italie, je vais en Inde et je vais en Indonésie. Et c'est incroyable parce que c'est vraiment le récit de moi me retrouver. Pour elle, c'est pas du tout un hasard. Et bon, ça, c'était il y a 20 ans. Maintenant, quand on la connaît, allez vous renseigner sur ce qu'elle fait.
Elle continue à écrire, je crois, mais surtout, elle intervient dans des podcasts, beaucoup moins fréquemment maintenant, mais elle a une sagesse. Elle vit une vie assez retirée et calme avec ce projet de Letters from Love, qui est une newsletter où elle a ses conversations avec l'amour, avec un grand A. On vous laisse explorer tout ça, mais c'est une de mes penseuses contemporaines préférées, Elizabeth Gilbert. Okay, ce livre date d'il y a 20 ans. Elle en est plus du tout là aujourd'hui et je vous invite à vous intéresser à ce qu'elle propose. C'est ouf, 20 ans, parce qu'on a l'impression qu'il est très récent, finalement, le voir là, parce que Bali est aussi très à la mode, donc on a l'impression que c'est tout à fait normal d'aller à Bali, d'aller en Italie. Elle a ouvert un peu la marche, encore, tu vois. Elle a ouvert un peu la marche voilà, je me prends une année sabbatique. Il y a 20 ans, on se prenait pas vraiment une année sabbatique. Maintenant, c'est ok. On n'est plus des farfelus quand on fait ça, et peut-être que le fait que elle ait fait ça, puis écrit ce livre, 10 millions de copies vendues, je crois. On est pas mal quand même. Ça vient dire quelque chose sur la société et ça a peut-être participé à ce que quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'individus, peut-être millions, on sait pas, s'autorisent à faire un break pendant un mois ou ce voyage qui était repoussé jusqu'à je sais pas quand, non, je vais le faire là, ou cette année sabbatique, et on ne saura jamais dans quelle mesure elle a peut-être changé le monde à son échelle. Notre rapport aux vacances, aux voyages initiatiques, à Bali. Comment peut-on savoir? Mais on peut se poser la question. Et aider aussi, du coup, à apaiser cette culpabilité et se pardonner d'avoir quitté ou d'avoir créé une rupture, comme moi ça l'a été, je pense, même si on est co-responsable, et d'être quitté et de se pardonner dans tout ce processus. Je pense que c'est ça aussi, et on pourra terminer avec les phrases du PKS autour de ces sujets. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous en faire aussi maintenant que tu es formé. Venez à la formation PKS, comme Eugénie. Et l'idée, c'est on va s'aimer, en fait. Et j'aime bien ces Letters from Love, c'est qu'est-ce que dirait l'amour, en fait, comment l'amour s'exprimerait, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire. Cette plus haute, elle dit, j'avais bien aimé dans cette interview qui était incroyable avec Tim Ferriss, où elle parlait de ça, si l'amour c'était tout simplement, si Dieu c'était tout simplement cette voix qui nous aime, qu'on entend à l'intérieur de nous, qui nous veut le plus grand bien, qui est hyper bienveillante avec nous, cette voix là qu'on entend dans les murmures où on se défonce la gueule, qui est hyper amour, qui est hyper joyeuse, qui est hyper chouette et qui nous envoie plein de belles choses, qu'est-ce que nous dirait l'amour dans cette séparation? Qu'est-ce que l'amour nous dirait si on s'aimait vraiment? Elle comprendrait l'amour, que tout est au service de tout ça, que en fait, ces émotions et cette culpabilité sont là pour être vécues et ensuite puissent circuler. Mais ça a vraiment été au service de se reconnecter à soi et à son amour de soi, que de s'accepter dans le rôle le plus moche qu'on pourrait un peu incarner. Tu lui as fait du mal, t'as été cette personne qui quitte, qui trompe ou qui blesse. Alors après, je souhaite pas évidemment taper ou quoi que ce soit, mais je trouve que, en tout cas, dans mon expérience, c'est énorme de créer... c'est des personnes qui génèrent leurs émotions, mais j'ai été le miroir de ça, sur la corde la plus sensible. Surtout dans une relation où on est très proche, les cœurs sont grands ouverts, donc c'est un coup de poignard qui peut faire très très mal. Mais qui est là pour guérir, qui est au service de la grande guérison globale, quoi. Ce qui est superbe avec cette thématique, c'est qu'effectivement, nous, on se penche sur Mange Priem, mais quand on sait ce qui lui est arrivé après dans sa vie, elle s'est remariée, elle a redivorcé, elle a reperdu l'amour de sa vie après un cancer. Renseignez-vous sur sa vie. Elle a vécu des choses. Ce livre n'est pas la finalité, en fait. Le chemin initiatique s'est rejoué de multiples fois dans sa vie, jusqu'à des degrés assez incroyables de résilience et de surrendering, hein, tu vois, comme diraient les Anglais, quoi, juste le lâcher prise, parce que la vie c'est plus grand que nous et on peut pas éviter de souffrir ou de faire souffrir. On peut faire du mieux qu'on peut, mais... Et on est là pour transformer ces ombres en lumière tout le temps, dans tous ces espaces, et des personnes comme elle incarnées dans des chemins de vie où il y a énormément de résilience et énormément de peine, et puis de courage et de remontée, de renaissance. Pour moi, c'est aussi ces personnes qui sont là pour nous apporter ces sagesses, ces grandes sagesses, comme tu dis. Elle n'en est pas là aujourd'hui si elle n'avait pas vécu toutes ces tempêtes et ces tsunamis, séismes émotionnels qu'elle a vécu, pour nous le raconter.
et en plus de le transformer, de le transmuter, genre waouh, on a vraiment du mal à vivre une semaine, même une journée dans la peau d'Elizabeth Gilbert, parce que l'intensité énergétique que ça demande, le système nerveux apaisé qu'elle a développé tout au long de sa vie, demande waouh, une force incroyable. C'est là où on se rend vraiment pas compte. Et une personne qui disait ça, je sais plus qui c'était, mais on tiendrait pas genre une heure dans la peau d'un membre de la famille royale, par exemple, ou une heure dans la peau de, je sais pas, le couple Beckham ou comment ça, Victoria Beckham. Vous imaginez pas en fait la puissance énergétique que ces personnes ont parce qu'elles subissent tellement d'intensité que le monde entier envoie sur elles. C'est hallucinant. Je crois qu'on n'imagine pas du tout quel système nerveux il faut pour être à ces espaces-là. Évidemment, ça le fait de manière progressive. Mais aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui acceptent cette lumière parce que à la hauteur de votre lumière, l'ombre également. Hein. Donc, il y a vraiment ça. Il faut vraiment s'imaginer ça. Donc, Elisabeth Gilbert, waouh, quel il y a vraiment de ça chez elle. Elle en parle de façon très, très décomplexée et limpide. Gros passé d'addict et grosse vie d'abstinence aujourd'hui. Elle vit presque recluse, fait peu d'interventions, elle vit plus la vie qu'elle vivait avant. Vous pouvez trouver elle a 2 talks sur TED Talks. Le premier des millions de vues, évidemment, super génial sur le génie artistique. Et je me souviens plus le deuxième, il est un peu moins connu, mais il est assez célèbre aussi. Et évidemment, elle a encore changé par rapport à ça et elle est plus du tout dans les spotlights maintenant. Tu parlais de son système nerveux, justement. Elle est dans quelque chose de très respectueux de son système nerveux et des expériences qu'elle a vécues. Et maintenant, elle cherche, je pense, elle le formule pas en ces mots, mais la paix, la grâce et pouvoir encore contribuer et toujours contribuer au bien-être du monde. Et ça, c'est incroyable parce que quand on l'écoute, il n'y a pas une phrase à jeter, quoi. Moi, j'écoute un podcast d'elle. Bah, toi aussi, on a écouté l'autre jour dans la voiture. Tu peux même pas prendre de notes. C'est impossible. Tout ce qu'elle dit est à garder. Il faut s'arrêter tout le temps, ouais. Elle est un peu mystique maintenant. Elle est devenue, mais mystique dans le sens noble du terme. Hein. Je dis pas qu'elle est perchée. Ouh là là, c'est n'importe quoi. Non, il y a quelque chose de vraiment, tu l'écoutes, quoi. Et on a l'impression qu'elle capte des choses que le commun des mortels ne capte pas. Une vraie révérence maintenant. Enfin, moi, j'ai toujours aimé ce qu'elle disait et ce qu'elle écrivait, tu vois, mais là, elle est passée au niveau supérieur ces dernières années encore. Faut vraiment pas que t'hésites à en parler sur ton contenu aussi, parce que j'ai trop envie d'en entendre parler plus d'elle et puis qu'on puisse continuer aussi sur The Pop and Love et tout, mais c'est vraiment une femme hyper inspirante et effectivement de ces personnes-là qui ont énormément de résilience, il y a beaucoup de sagesse à prendre et à s'imbiber, et donc quand on les écoute, la moindre phrase, bam bam, ça éclaire plein de lumière comme un Frank Lobveaud. Pour moi, je dois m'arrêter toutes les 2 secondes parce que j'ai envie de prendre des notes, ça m'ouvre plein de portes, et c'est génial ces personnes-là parce que c'est un condensé incroyable de sagesse, donc on est très heureux de... Les chats, ils arrêtent vraiment pas, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe avec les chats. Ils font de la lune dans les escaliers. Je sais pas si Violette doit être réveillée, c'est pas possible. Je sais pas, peut-être. Ils n'ont jamais fait autant de bruit. On va terminer, on est à 42 minutes, on tient pas mal là, c'est pas mal. On va finir sur du PKS parce que c'est intéressant autour de la culpabilité, autour du je génère des émotions chez l'autre et en fait c'est bon. Qu'est-ce que tu dirais toi, Eugénie, tiens? Déjà, je dirais que le PKS, c'est le Peter Cunning System. Ok? Un système inventé par Peter Cunning, que tu as appris de Christian Junot. Aïe, il me saute dessus. Pas Christian. Non, mais... Coucou Pharaon. Incroyable. T'es sur son siège, hein. Inadmissible. Oui, de Christian Junot. Je l'ai reçu de Christian Junot. Coucou Christian. Et Peter Koenig, c'est son mentor qui a développé ce système-là, qui sont des affirmations orales qui, prononcées à voix haute, vient ouvrir les cadenas émotionnels et traumatiques du corps. Et c'est le bon mot, c'est la bonne formulation qui vient vibrer dans votre corps. Alors ça dépend, nous on va le faire un peu comme toujours à la volée, au ressenti, mais ça s'ajuste avec des mots peut-être à vous, donc n'hésitez pas à les changer dans ce qu'on va vous faire prononcer. Et c'est très simple comme protocole, vous mettez les yeux fermés, les pieds au niveau du sol, jambes décroisées, les mains en position d'ouverture et vous répétez à voix haute une polarité recto, une polarité verso pour faire l'unité. Et vous allez voir comment votre corps réagit. Si votre tête elle dit mais c'est des conneries, c'est des machins, ça peut pas marcher, machin, bah test.
Et vous allez voir, moi depuis février, ça crée des résultats de ouf, ça bouge dans la réalité ce qui se passe autour de moi parce que ça, c'est un miroir de ce que j'ai à l'intérieur de moi en vibration, signature vibratoire. Et comme le dit Frank Lobvel, la matière ne ment pas. Donc ce que vous observez dans votre réalité, c'est un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et magie, vous n'avez pas à culpabiliser ou vous victimiser, vous pouvez le transformer si vous le décidez de vous responsabiliser. Chacun est libre de faire ce que vous voulez, de ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, j'adore mon français, est très original. Un jour, je pense qu'ils font des études sur mon français et ma manière de parler. Eugénie, t'as envie de faire quoi comme phrase, toi, par rapport à... Alors, à qui on pourrait formuler ça, alors on va dire, même si elle se pardonne, au moment où elle se pardonne pas d'avoir fait du mal et créé des émotions à Richard, qu'est-ce qu'elle pourrait se dire, à Michael. Elisabeth? À Michael. Oui, Oui, Richard, c'est l'autre gars. Donc, on travaille avec Lise, c'est ça? Ouais, dans l'idée d'une personne qui s'en veut, mais a quitté la personne ou va quitter la personne et a le courage de le faire. Comment pour aider cette personne, justement, bon, à avancer déjà, un peu plus vers ça? C'est le verso, déjà. Donc, la chose telle qu'elle est, et le fait Le qu'on recto, accepte... je l'appelle, mais tu peux l'appeler le verso si tu veux. Oh, pardon, oui, non, je voulais dire recto. Neuf. Désolée, mais notre français est terrible ce soir, dis donc. Le recto, donc le recto tel qu'il est, et l'acceptation du recto. Donc, je fais... Enfin, ouais, mais alors attention, oulala, tu vas pas aimer ma formulation. Parce que si je crée des émotions chez l'autre... Ben non, qu'on moi, crée ça des serait émotions chez l'autre. Du coup, ça serait là, c'est le je suis qui est important parce que je suis, c'est oui. l'ego, c'est je me le récupère. Donc moi, par exemple, si je me disais dans cette situation, ce que je me suis dit de moi, en fait. Alors, par exemple, moi, je sais pas ce que je me suis dit à cette époque. C'est intéressant, mais tu vois, il y a l'idée de... Est-ce que tu trahis ? Je suis le traître, déjà. Je suis un énorme traître qui trompe sa compagne et c'est merveilleux. Tu vois, d'accueillir ça, c'était ma belle ombre. Je suis un traître, je l'ai trompé, et je suis un lâche parce que j'ai pas osé la quitter. Donc j'aurais pu dire ça, ou lui dire la vérité et dire voilà, il faut qu'on fasse un truc là parce que je crois qu'en fait je suis en train de quitter la relation et on y va. Tu vois, là où il y avait encore de l'amour peut-être et qui aurait pu avoir transformation, j'ai été le lâche qui a trahi et qui a menti. Donc j'aurais pu accueillir ça. Donc voilà, le PKS dans l'idée, c'est je suis un grand lâche. Je suis le roi des menteurs et je trahis ma compagne et qu'est-ce que c'est bon. Alors là, moi, ça passe et c'est cool parce que c'est accueilli, mais ça, c'est si vous l'avez jamais fait, c'est très particulier de vous dire ça de vous, d'accueillir ça. Donc c'est vraiment le but, c'est d'accueillir ces ombres et dire, en fait, je suis ça. Parce qu'effectivement, si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez des espaces dans votre vie, vous êtes là, où vous trahissez souvent vous-même, vous vous abandonnez vous-même en fait dans vos projets de vie, dans des paroles que vous ne prononcez pas, dans des besoins que vous n'exprimez pas. En fait, vous allez voir à quel point vous avez ces espaces-là et que c'est ok parce que vous êtes des êtres d'amour et infinis et joyeux et lumineux, mais avec des ombres, il faut les accepter parce qu'elles sont là pour être vécues et on est sur Terre pour ça, selon moi. Et donc, c'est d'accueillir ça. Et d'accueillir donc le recto qui serait l'inverse pour moi de H, je suis fidèle. L'inverse de je suis un menteur, je suis une personne honnête. Oui. Et puis voilà, je pourrais dire donc je suis... Loyal. Je suis loyal, voilà. Je suis loyal, je suis honnête et je ne trahis pas ma compagne, même si je suis le roi des menteurs, même si je suis le roi des malhonnêtes, même si je suis le pire des lâches. À voix haute toujours. Et vous voyez... On décorrèle avec le même si, je peux être à ce point la lumière, mais également à ce point l'ombre. Les deux sont moi. Et donc sur ce curseur, je m'autorise à des moments à être lâche, c'est-à-dire être lâche, je vais peut-être me choisir moi au détriment d'une autre personne, peu importe les émotions qu'elle va vivre. C'est-à-dire, ça peut être Julien à l'époque, je me dis oui pour passer du temps à la maison au lieu d'aller en soirée avec les amis parce qu'ils aimeraient bien que je vienne. Donc là, je suis peut-être un lâche pour eux, mais moi, je suis fidèle à moi-même. Et puis, du coup, c'est ça, c'est de s'autoriser à jouer sur ces curseurs à des moments où on est le plus aligné à soi et à l'amour pour soi. Et ça veut dire aussi dans des relations, et là, c'est beaucoup plus challengeant, je suis en fait fidèle à moi-même et j'honore le fait que je ne suis plus aligné dans cette relation, amicale ou amoureuse. Moi, dernièrement, amicalement, j'ai fermé une relation. Parce que si j'étais honnête avec moi-même et pas lâche, je ne passais plus de bons moments avec cette personne ou que je sens. C'est pas la personne le problème, c'est que moi j'étais plus en résonance, j'avais bougé et que j'avais plus envie de me forcer à dire bon on se voit, on s'appelle, c'était plus aligné. Et là j'étais malhonnête en fait avec la personne si je lui disais bien on va se voir là et tout. Là ça pouvait plus passer. Donc là j'ai eu le courage de faire un message et de dire en fait que
si je suis vraiment honnête avec moi-même, je veux arrêter cette relation. Et donc j'aurais été malhonnête avec toi que te dire on continue à parler en tant qu'amis. Donc c'est là où en fait c'est challengeant et il y a des différents degrés, mais si vous êtes vraiment honnête avec vous, si je m'aime et si je m'écoute et que je me respecte, en fait cette relation, peut-être que vous n'avez plus envie de la vivre et c'est ok. Vous avez le droit. Mais plus vous attendez, plus ça va créer du bordel chez l'autre et plus vous allez fuir ça, plus ça va augmenter les situations dans la vie pour l'accueillir. Et vous allez vivre plein de trucs qui vont vous faire vivre des émotions que vous refusez de vivre en allant vers ce qui est le mieux pour vous, c'est-à-dire d'exprimer votre vérité, quoi. Oui, on le voit avec Lise. Hein. On le voit avec Lise, elle se met en route dans ce processus de divorce et de séparation parce qu'elle est... alors attends, j'ai le mot en anglais. Elle est handicapée, en fait, par tout cet émotionnel refoulé qui l'empêche de dormir la nuit, qui la maintient éveillée, qui fait que son mental ne s'arrête pas et plus tu essayes d'éviter. Alors dans les relations, souvent il y a ce pacte non dit de je t'invite chez moi ou je t'invite pour boire un verre. Oh bah non, l'autre est toujours occupé et puis au bout d'un moment ça se défait. Parce que on n'arrive jamais à trouver le temps. Oh là là, on n'a pas le temps. On peut se jouer ce jeu-là. Hein. Et dans beaucoup de relations, en vrai, on se joue ce jeu-là. Parce que personne n'a envie de dire non, mais en vrai, c'est compliqué parce que effectivement, on prend plus de plaisir l'un avec l'autre, ou alors il y en a un qui prend plaisir et pas l'autre, et donc on laisse les choses un peu se défaire et on comprend ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Ça prend du temps, c'est pas forcément il y a du mensonge impliqué. Mais effectivement, dans un monde idéal où on voudrait assumer nos choix, se respecter et respecter l'autre et son temps et son énergie, l'autre qui nous contacte régulièrement pour demander à ce qu'on soit je te recontacte dans la semaine et tu sais que tu n'as aucune intention de le faire parce que justement oh là là t'es tellement occupé, on peut pas se voir, je peux même pas t'appeler. On s'économiserait tellement de temps et de respect l'un l'autre juste et on ouvrirait tellement d'opportunités, c'est ça que tu dis, pour que quelque chose de meilleur pour l'un et pour l'autre rentre dans cet espace qu'on laisserait du coup vacant puisqu'on le désinvestit. On se rendrait tellement service à juste couper les ponts, comme tu l'as fait, et se voir couper les ponts sans avoir de sentiments néfastes par la suite, comme la rancœur, la colère, la vengeance. Bien sûr qu'il faut faire le processus de deuil. Lise n'y échappe pas dans son film, mais il ne faut être prisonnier de rien en fait dans ces relations-là, ni du fait que j'aurais une vérité à dire et je la dis pas, ni du fait que la vérité a été dite mais mon ego est vexé donc je vais me raccrocher à cette nouvelle identité. J'ai été trahi, il faut que ça circule en fait des deux côtés. Et je trouve que le film le montre bien aussi. Le film le montre bien. Donc oui, la traîtrise, la loyauté. Ouais. Lâcheté. Tu rajouterais quoi, toi, par rapport au fait d'exprimer sa vérité ou qu'est-ce que tu pourrais dire en formulation? Moi, j'aime bien les phrases avec et sans, tu vois. Vas-y, fais-le. Bah tiens, c'est bien, c'est de montrer aussi ce que le même peut être aussi avec et sans. Les deux fonctionnent bien. Là, mais dans ce cas-là, j'ai pas envie de dire avec et sans quitter mon mari, tu vois. Je trouve que... Si, vas-y, formule pour voir. Tu le dirais comme ça, toi? Vas-y, okay, attends, je vais essayer ton idée, point. Ouais, je vais essayer de bricoler un truc, on va voir si ça marche. Je suis loyale, respectueuse de moi-même et des autres, avec et sans désinvestir mes relations. Alors là, c'est pas ciblé sur la relation qu'elle a avec... mais c'est une phrase un petit peu... c'est une clé à laine. C'est une clé à laine du PKS, là. Une phrase clé à laine. C'est très bien parce que redis avec et sans honorer mes relations. Désinvestir mes relations. Et en fait, c'est ça, c'est que vous avez le droit de les investir ou les désinvestir, mais vous restez quand même loyal, vous restez respectueuse, restez aligné à vous. Donc c'est ça, avec et sans, ça marche très bien. Tu pourras en faire une autre, vas-y, aussi autour de... Est-ce que tu pourrais faire je suis un merveilleux cadeau de la vie, avec et sans être loyal, investi et respectueuse dans mes relations. Exactement, parce qu'en fait, vous restez des merveilleux cadeaux de la vie, même si vous n'honorez pas vos relations, même si vous avez la lâcheté de ne pas envoyer un message pour dire que vous arrêtez une relation, parce qu'il y a plein de relations, et moi j'en ai plein, qui se sont naturellement éteintes parce que personne n'a mis de bois dans le feu, et c'est très bien. Et des fois, pas besoin de dire, bon, on la termine cette relation. Ben non, elle est déjà terminée, c'est ok, on passe à autre chose. Par contre, c'est quand il y a un déséquilibre, quand il y en a un qui est beaucoup plus investi en demande et que vous êtes là en train de freiner des cas de fer
effectivement, c'est d'envoyer ce message, c'est d'envoyer cette honnêteté. Et là, c'est challengeant. Moi, ça m'a gratté. Hein. Mais c'était cool parce que j'étais content de l'avoir fait. Et je sais que notre temps sera investi bien mieux chacun avec des personnes avec qui on a vraiment envie de passer du temps et que c'est en miroir. Et la relation amoureuse est beaucoup plus challengeante aussi. Mais vous le savez en vrai. Et vous voyez que ça ne fait que grandir. Donc, il y aurait peut-être autour de l'expression de la vérité où je suis un merveilleux cadeau de la vie, ça tu l'as dit, où je suis aimé et en sécurité, même si je crée de grandes émotions chez l'autre quand j'exprime ma vérité. Ça pourrait être ça. Et version Eugénie qui aime bien avec le avec essence, c'est je suis en très grande sécurité intérieure et je suis respecté et aimé et admiré, on peut y aller, avec et sans exprimer ma vérité, ou avec et sans abandonner mes relations d'amitié, ou avec et sans abandonner mes relations amoureuses, ou avec et sans quitter mon partenaire, mon ami, on peut faire ça. Et vous allez être aussi admiré peut-être par cette personne quelques années plus tard, parce que merci, t'as eu le courage de faire un truc en fait que je n'osais pas faire. Moi j'admire mon ex-compagne qui m'a quitté, qui a eu le courage de le faire alors qu'elle m'avait demandé en mariage, et qui au fait m'a servi aussi d'exemple d'honnêteté, de clarté, de vulnérabilité, et aussi de miroir de Julien. C'est exactement ce que tu étais en train de faire, ce que tu aurais dû faire, elle l'a fait pour toi. Donc waouh, et combien d'hommes sont lâches. Donc c'est aussi d'accueillir l'homme lâche en moi, parce que j'ai pu en apprendre et aussi de transformer ça, être moins lâche, même s'il y a toujours des espaces où je le suis, mais je reste un merveilleux cadeau de la vie. Donc ouais, ça marche bien. Elles sont pas mal toutes ces phrases là qu'on vous a fait faire, je pense. T'en penses quoi, Eugénie? Ouais, elles sont bien. C'est une expérience assez universelle en plus. Il faut vraiment les essayer. Il faut vraiment écouter dans le corps. C'est-à-dire que là, nous, on les enchaîne et c'est difficile de répéter après nous. À la limite, écrivez-les sur un papier et dites-les et ressentez dans le corps, pas dans la tête. Vraiment, essayez de sentir. Parce que moi, ça m'a joué des tours. Au début, ça marchait pas, le PKS. Ça ne marchait pas, dit-elle. Le PKS avec moi au début parce que j'étais pas connectée à mon corps, en fait. Je sentais rien dans mon corps. Mais en vrai, est-ce que t'as la cage thoracique qui se ferme? Est-ce que t'as l'impression de respirer moins bien? Est-ce que t'as la gorge qui se tend? Est-ce que t'as les paupières plissées avec les sourcils froncés? Va voir ce qui se passe dans ton corps. Mais vraiment, sois curieux. C'est intéressant. Après, je rebondis sur un truc que tu disais, qui est assez... je l'ai vu passer il y a 2 jours. Il y a Mel Robbins qui vient de sortir un nouveau livre, Let Them, qui est sold out apparemment. Il y en a plus. Ils ont tous été vendus. Et j'ai vu un extrait de son podcast avec Jay Shetty. Ah, qu'est-ce qu'on les aime, les deux là. Et il parlait de l'amitié. Et il expliquait, en fait, l'amitié, pourquoi c'est si difficile d'avoir des amis, de se faire des amis quand on est adulte. Et c'est un extrait peut-être de 2 minutes quand même, où elle explique qu'en fait, l'amitié se fait pas comme ça, et elle nous explique pourquoi quand on est adulte, c'est difficile de les créer, de les tenir. Et ce ne sont que des raisons assez pragmatiques, en fait. Et je pense que du coup, c'est un thème. Bon, là, on parle de Liz Gilbert et de Eat, Pray, Love, mais désinvestir ses amitiés, par exemple, c'est un thème qui est encore très sensible pour la majorité d'entre nous, mais à nos âges, autour de la quarantaine, on a, pour la majorité d'entre nous, des familles, un métier, mais on a peut-être déménagé 1 ou 2 fois, changé de région déjà, et on se dit, oh là là, mais j'ai plus d'amis du collège, ou plus d'amis du lycée, ou même mes derniers amis en date sont plus tellement mes amis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que truc et que machin? Maintenant, l'amitié, sous l'angle des statistiques que nous rapporte Mel Robbins, est sujette aussi à des règles, presque des protocoles, et du coup être confortable avec le fait que la vraie amitié, c'est l'amitié où il n'y a pas la pression de il faut rester en contact tant de fois par semaine ou mois, et il y en a toujours un qui demande plus de nouvelles que l'autre et c'est grave, et l'amitié, elle disait, c'est pouvoir partir et revenir, parce que c'est souvent ça qui va se passer. Je pense qu'on est en plein dans une conversation super sensible en ce moment, surtout avec l'avènement du smartphone et puis de la communication à distance. Et l'amitié, c'est quoi aujourd'hui, et quel est le protocole pour une vraie amitié saine? Et on se pose pas la question, mais je pense qu'on est en plein dans la conversation maintenant, et que ça va continuer à évoluer avec les intelligences artificielles, le travail à la maison, où on sera du coup encore plus en groupuscule, à moins voir la société entre guillemets. Enfin, on s'entend. Du coup, ces phrases, à mon avis, on va les ressortir sur les mois et les années qui arrivent aussi. Ouais, t'as tout à fait raison. Des phrases clés à laine. Et c'est hyper important. Et puis, ça, pour moi, ça correspond aussi à l'espace que tu vas aider à créer, tu vois, pour mes clientes et pour les tiennes aussi, dans leur vie et dans leur charge mentale.
c'est oser dire stop à des relations, hein. C'est oser faire de l'espace aussi dans vos vies, parce que peut-être qu'il y a des personnes à qui vous dites tout le temps oui, vous êtes tout le temps présente, cet ami en fait qui vous épuise parce que vous êtes vous en mode sacrifice, mais vous avez la responsabilité de freiner ça et de dire stop. Tout ça, ça demande vraiment d'avoir ce courage. Et il y a plein de niveaux de courage. Peut-être que c'est la relation amoureuse la plus difficile. Alors après, ça dépend des personnes. Pour qui c'est peut-être très facile, et peut-être c'est la relation familiale ou la relation amicale qui est plus difficile, plus challengeante ou professionnelle. Il y a plein de relations en fait où il faut oser honorer sa parole et les terminer. Donc vous avez besoin aussi de ces phrases pour ça, et puis vous avez besoin de faire de l'espace autour de vous pour laisser émerger le meilleur. Et comme vous vous envoyez de l'amour dans ce courage, dans ce qui est honnête, que bah, ma vérité c'est ça, cette personne, je n'ai plus envie de relationner avec elle, et c'est ok, je m'accueille dans ça, plus vous allez recevoir de l'amour sous plein de formes que ce soit, d'opportunités, d'expériences, de nouvelles rencontres autres, parce que vous vous êtes honoré dans le chemin en vous envoyant de l'amour, même si ça fait flipper. Ça fait flipper parce que ça veut dire que l'autre peut vous rejeter, on pourrait faire les phrases autour de ça aussi, l'autre peut vous détester, peut vous crier dessus, peut vous envoyer des insultes et tout, ça peut avoir plein de variantes différentes. Mais souvent, quand vous le faites par amour, il y a quelque chose de plus grand qui va se mettre en œuvre, et vous allez voir, ça va être au service de l'ensemble de tout le monde. On s'arrête là, mon amour ? Bah oui, écoute. C'est bien, une petite heure, on a dépassé de 15 minutes, on a Comme dit d'hab. 45, on a fait, c'est bien. Un grand classique. Moi, j'essaye de faire en sorte que Julien arrête de dire, bon alors, à tous les épisodes. Bon alors, cette fois, on fait un épisode court. Mais non, ça ne... Il veut le dire, hein. Il veut le dire. C'est ça, mais en tout cas, c'est ce qui est venu et ce qui est sorti, mais c'est bien parce que ça dose et tout, et je suis content de ce qui est venu. Je suis très très heureux de ce 9e épisode. J'espère que vous aussi, comme d'hab, likez, abonnez-vous, mettez-nous un commentaire, envoyez-nous un message quand vous l'avez écouté, faites une story et un screenshot de l'écran de YouTube ou autre, ou de Spotify, ça nous aide à partager ce qu'on fait. Et puis de voir aussi qui l'écoute, mais dans tous les cas on continue parce que nous on l'écoute et on adore ça, et on continue à échanger sous cette forme-là. Puis suivez-nous sur nos Insta, venez découvrir ce que propose Eugénie aujourd'hui autour de la santé mentale, la charge mentale des entrepreneurs, mais pas que, mais aujourd'hui c'est plus les entrepreneurs, en tout cas ceux aussi que j'accompagne. Et puis venez voir ce que je fais aussi autour du développement d'une activité en ligne, en pleine sérénité, mais avec des actions régulières et au bon endroit avec des grands impacts. Dernier mot pour terminer, Eugénie ? Bisous à toi et bisous au chat. Oh putain, je vais défoncer. Non, on les aime. Non, on les aime, on va pas les battre, mais putain, on va leur parler. Ouais. Réunion de famille. Réunion de famille juste après cet épisode. Merci beaucoup, bisous à tout le monde et à très très bientôt. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.